Pendant des décennies, les fans se sont demandé pourquoi Curly avait disparu de la scène médiatique au sommet de sa gloire. Les rumeurs allaient bon train, mais personne n'avait de véritable réponse jusqu'à ce que Moe brise le silence. Ses révélations sur Curly et la sombre réalité qui se cachait derrière ses rires ont bouleversé même les fans les plus fidèles. Ce n'était pas simplement les adieux d'un frère, mais une confession terrible qui bouleverse tout ce que vous pensiez savoir. Moe, Curly et l'âge d'or des Trois Stooges. Les Trois Stooges n'étaient pas qu'un simple duo comique, mais une véritable légende du cinéma, incarnée par trois hommes très différents. Moe Howard, Larry Fine et Curly Howard. Moe était le chef, le dur à cuire à la coupe au bol et aux gifles cinglantes, et Larry jouait le rôle du bonnet. Mais c'est Curly, né Jerome Lester Horwitz, qui a véritablement conquis le cœur du public. Sa voix aiguë, ses pirouettes endiablées et son sens du timing imprévisible ont fait de lui la révélation de l'année. Mais Curly n'était pas le premier choix. En 1932, lorsque Shemp Howard, le frère de Moe, quitta la troupe, Moe et Larry durent le remplacer. Curly, le jeune frère de Moe, ne semblait pas être le candidat idéal. Sans formation d'acteur, il n'était pas pris au sérieux à cause de sa voix douce et de son visage poupin. Pourtant, il désirait ardemment ce rôle. Il alla même jusqu'à se raser la chevelure et la moustache pour paraître plus comique. Et le changement a fonctionné. Dès qu'il est monté sur scène, tout s'est enchaîné. En quelques mois, Curly est devenu la pièce maîtresse du numéro. Moe admettra plus tard que Curly était un talent inné. Il avait rarement besoin d'être dirigé ou de répété. La plupart de ses numéros les plus célèbres, comme Aboyer comme un chien, Tourner sur lui-même ou l'inoubliable Gnouk Gnouk Gnouk, n'étaient pas écrits. C'était un pur instinct. Les réalisateurs ont appris à laisser la caméra tourner et à suivre Curly. Son imprévisibilité donnait vie à chaque scène. Mais Moe voyait aussi ce que le public ne pouvait pas. Loin des caméras, son frère était différent. Timide, réservé et profondément complexé, il détestait être sous les projecteurs hors caméra. La foule le rendait nerveux et les interviews l'épuisaient. La célébrité l'avait rattrapé, mais il ne semblait pas la désirer. Moe décrivait Curly comme quelqu'un qui n'était pas fait pour Hollywood. Tandis que d'autres appréciaient l'attention, Curly disparaissait souvent après les tournages. Il était généreux avec ses fans et l'équipe technique, mais se confiait rarement. Il avait des problèmes relationnels et enchaînait les mariages éphémères. Moe, à la fois son frère et son partenaire à l'écran, observait la situation de près. Avec le succès grandissant, la pression augmentait. La demande de nouveaux courts-métrages impliquait des tournages épuisants et des gags physiques, notamment des chutes brutales et des numéros exténuants à répéter sans cesse. Curly ne se plaignait pas, mais Moe commençait à remarquer des choses. Il ratait ses entrées, il oubliait des répliques qu'il improvisait d'habitude sans difficulté. Ses réflexes, autrefois instantanés, commencèrent à ralentir et son poids fluctua. Au début, tout le monde mit ça sur le compte du stress, mais Moe savait la vérité. Il disait que l'étincelle dans les yeux de Curly commençait à s'éteindre, même quand la foule éclatait de rire. Il y avait des moments où Curly quittait le plateau, non pas par colère, mais comme s'il avait oublié où il devait être. Dans des interviews ultérieures, Moe a déclaré que c'est à cette époque qu'il a compris que Curly n'était pas simplement fatigué, mais que quelque chose n'allait pas. Pourtant, le spectacle ne pouvait pas s'arrêter. Ils avaient des contrats à honorer et un public à divertir. Moe s'efforçait de protéger son frère sans attirer l'attention sur le déclin. Rétrospectivement, il évoquerait ces années avec un regret discret. Il se donnait à fond devant la caméra, disait Moe, et il ne lui restait plus rien pour lui. Alors même que le monde riait des pitreries de Curly, l'homme derrière ses rires commençait à s'éteindre. Moe avait perçu les signes très tôt, mais personne, et surtout pas les fans, ne comprenait l'immense souffrance qui se cachait derrière ses chorégraphies acrobatiques et ses sons ridicules. Les signes avant-coureurs étaient là, et Moe ne les a jamais oubliés. Quand le rire masquait la douleur.
Au début des années 1940, les trois Stooges étaient au sommet de leur gloire. Mais en coulisses, quelque chose changeait. Curly n'avait qu'une trentaine d'années, mais il se déplaçait comme un homme 2 fois plus âgé. Il souffrait d'hypertension et prenait du poids à une vitesse alarmante. Autrefois connu pour ses réactions vives et spontanées, Curly semblait désormais peiner à terminer une scène. Les changements furent d'abord lents. Il oubliait parfois une réplique. Il lui fallait plusieurs prises. Mais dès 1942, les signes de faiblesse étaient de plus en plus visibles. Moe dira plus tard que, pendant les pauses entre les prises, Curly paraissait souvent hébété ou désorienté. Il restait assis en silence sur sa chaise, transpirant abondamment, comme si chaque scène l'avait complètement épuisé. D'ordinaire discret hors caméra, il semblait désormais distant, physiquement et mentalement, presque absent. Ce n'était pas seulement de la fatigue. Il perdait le contrôle de son corps. Sur le plateau, de nouveaux problèmes surgirent. L'élocution de Curly devint pâteuse. Ses cascades étaient plus lentes et moins précises. Dans certaines scènes, Moe et l'équipe devaient le positionner avec précaution pour qu'il puisse tenir debout et réciter son texte. Malgré tout, il refusait de se plaindre. Moe a confié que Curly se sentait redevable envers ses fans, le studio et surtout envers Moe et Larry. En privé, Moe savait que la santé de son frère déclinait. Tout laissait présager quelque chose de bien plus grave qu'une simple fatigue. Des années plus tard, Moe révéla que Curly présentait déjà des signes de mini-AVC. Ses mains tremblaient et sa bouche se crispait étrangement en plein milieu d'une phrase. Et pourtant, le studio continuait de filmer. Columbia Pictures subissait des pressions pour maintenir sa production. Les années de guerre avaient accru la demande de divertissement léger, et les trois Stooges représentaient un succès garanti. Même lorsqu'il devint évident que Curly était malade, il ne fut jamais question d'arrêter la production. Il fallait honorer les contrats et gagner de l'argent. Malgré tout, Curly persévéra. Il apparut dans plus de 90 courts-métrages avec les trois Stooges, la plupart tournés pendant les années où sa santé se détériorait rapidement. Ses dernières années au sein du groupe, notamment entre 1944 et 1946, furent particulièrement éprouvantes. La qualité de ses prestations avait baissé, mais beaucoup de fans ne s'en apercevaient toujours pas. La caméra masquait la réalité. Moe, cependant, ne pouvait oublier. Il portait le poids de la culpabilité d'avoir vu son frère dépérir tout en continuant le spectacle. Des années plus tard, il confia que Curly avait donné le peu qui lui restait pour ses dernières représentations non par choix, mais par obligation. Les fans riaient encore, mais pour Moe et son entourage, la comédie avait pris des allures de tragédie. Derrière chaque gifle, chaque pirouette, se cachait un homme qui s'éteignait lentement, en silence. L'AVC qui mit fin à tout. En 1946, la santé de Curly Howard se dégradait rapidement. Les signes étaient là depuis des années. Troubles de l'élocution, perte de mémoire, tremblement des mains, mais personne n'imaginait la brutalité avec laquelle tout s'arrêterait. Le 6 mai 1946, pendant le tournage de Half-Wits Holiday, l'impensable se produisit. Curly Howard s'est effondré sur le plateau de tournage, victime d'un AVC massif. Il n'avait que 42 ans. Moe Howard était présent ce jour-là. Des années plus tard, dans des interviews, il a décrit la mort de Curly comme une mort non pas physique, mais spirituelle. Le Curly que le monde aimait. L'homme qui tournoyait comme une toupie, aboyait comme un chien et faisait rire aux éclats, rien qu'en entrant dans le champ, n'était plus. Moe a dit que son frère avait perdu toute sa vitalité en un instant. L'AVC a laissé Curly partiellement paralysé et incapable de parler correctement. Sa coordination était détruite et il souffrait d'instabilité émotionnelle. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur le comique de situation, l'ironie était cruelle. Il pouvait à peine marcher, encore moins jouer. Il n'eut d'autre choix que de quitter les Stooges. Sa carrière et son identité étaient brisées. En coulisses, cette tragédie frappa Moe plus durement que quiconque.
non seulement parce que Curly était une star qu'il ne pourrait jamais remplacer sur scène, mais aussi parce qu'il était son jeune frère et qu'il devait maintenant le voir dépérir sous ses yeux. Les trois Stooges n'eurent pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Le travail devait continuer. Le studio fit revenir Shemp Howard, le frère aîné de Moe et Curly, au sein du groupe. Shemp avait quitté les Stooges en 1932, ce qui avait permis à Curly de les rejoindre. Il revenait donc pour prendre la relève. Mais Moe admit plus tard que le groupe ne fut plus jamais le même. Shemp avait son propre style comique, maladroit, nerveux et plus bavard. Mais il n'était pas Curly. Le public l'a remarqué et l'alchimie avait changé. L'âme des Stooges résidait dans l'énergie débordante et imprévisible de Curly. Et maintenant, cette âme avait disparu. Pendant ce temps, l'état de Curly s'aggravait. Après son premier AVC, son état s'est aggravé au cours des années suivantes. Il a été transféré entre hôpitaux et établissements de soins. Certains témoignages font état de séjours en hôpital psychiatrique, son état émotionnel étant devenu de plus en plus difficile à gérer. Il souffrait de perte de mémoire et d'accès de confusion. En 1949, une lueur d'espoir apparut. Curly fit une brève apparition dans le film Malice in the Palace, l'une des rares occasions où ses fans le reverraient. Mais même dans ce rôle minuscule, il était évident que Curly n'était plus le même. L'homme qui avait jadis incarné la comédie menait désormais une vie paisible et tragique, loin des projecteurs. Son corps le lâchait et son esprit aussi. Moe continua de se produire sur scène et de diriger les Stooges, mais derrière chaque gifle, chaque coup dans les yeux et chaque rire se cachait une tristesse dont il parlait rarement. Ce n'est que dans les dernières années de sa vie que Moe rompit enfin le silence. C'est alors qu'il commença à parler de ce qui était réellement arrivé à Curly, ainsi que de la douleur, de la pression et des signes avant-coureurs que tous avaient ignorés. Car la chute de Curly n'était pas seulement une tragédie, c'était un avertissement qu'ils avaient vu venir et qu'ils avaient choisi d'ignorer. Ce faisant, ils avaient brisé une vie à jamais. L'effondrement personnel, la vie de Curly après la gloire. Après l'AVC dévastateur de Curly Howard en 1946, la plupart des fans pensaient qu'il prenait simplement du temps pour se rétablir. En réalité, l'homme qui avait fait rire des millions de personnes se consumait en silence, et le public ne s'en est jamais aperçu. Loin des projecteurs, l'état de Curly se détériora à une vitesse alarmante. L'AVC l'avait non seulement affaibli physiquement, mais l'avait aussi profondément affecté mentalement. Moe révéla plus tard que, dans les mois qui suivirent, Curly refusa d'accepter que son aventure avec les Stooges soit terminée. Il pleurait et demandait à Moe quand il pourrait revenir travailler, ignorant que son état de santé le lui interdisait. Il ne croyait pas que c'était fini, disait Moe. Il pensait guérir et nous rejoindre, mais nous savions tous que ce ne serait pas le cas. L'état émotionnel et mental de Curly s'est dégradé de mois en mois. Il est devenu paranoïaque, souvent méfiant envers ses proches. Son poids a considérablement augmenté alors qu'il sombrait dans une profonde dépression, n'ayant plus la motivation de prendre soin de lui. Ce n'était plus le Curly exubérant et attachant que les fans adoraient, le comédien débordant d'énergie. C'était un homme prisonnier de son propre corps brisé et de son esprit déclinant. Moe continuait de venir le voir. Il lui est resté fidèle, non seulement comme collègue, mais comme frère. Pourtant, même lui admettait qu'il avait parfois du mal à reconnaître l'homme alité à l'hôpital. À chaque fois, c'était comme regarder un étranger à travers les yeux de son frère. La vie personnelle de Curly s'était également dégradée. Il s'était marié 4 fois, et si les raisons de chaque échec étaient différentes, Moe laissait entendre que l'instabilité mentale et le comportement erratique de Curly en étaient souvent la cause principale. Il devenait de plus en plus difficile à vivre, oscillant entre des moments de douceur enfantine et des accès soudains de confusion ou d'agressivité. La situation s'est tellement dégradée qu'à un moment donné, Curly a dû être placé en institution.
Les médecins estimaient qu'il avait besoin de soins de longue durée, non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour son bien-être psychologique. Son esprit, autrefois brillant, déclinait rapidement, et les médicaments prescrits dans les années 1940 et au début des années 1950 ne lui apportaient que peu de soulagement. Ses journées étaient désormais rythmées par les soins hospitaliers et non plus par les répétitions. Pourtant, ses fans ignoraient tout de ce qu'il traversait. Moe et Larry essayaient d'être présents, mais comme Moe l'a admis plus tard, nous ne savions pas comment l'aider. Ce n'étaient ni des médecins ni des thérapeutes, mais des humoristes. Et ils devaient faire vivre leur propre carrière, même si l'une de leurs plus grandes vedettes s'éteignait peu à peu. Au début des années 1950, Curly avait subi plusieurs autres AVC. Chacun l'affaiblissait un peu plus, et bientôt il perdit en grande partie la parole. Il semblait souvent désorienté, déconnecté de la réalité et émotionnellement fragile. Celui qui avait jadis incarné le comique physique ne pouvait même plus marcher sans aide. Curly passa les dernières années de sa vie à faire des allers-retours entre hôpitaux, maisons de retraite et de brefs moments de lucidité. Mais son état se dégradait inexorablement, et pour Moe, c'était comme faire le deuil de son frère de son vivant. Pourtant, Curly ne cessait jamais de sourire lors des visites de Moe. Au fond de cette enveloppe brisée, l'homme qui aimait faire rire les autres subsistait, malgré tout. Mais cette flamme s'éteignait rapidement, jusqu'au dernier jour de Curly, en janvier 1952. Sourires en public, désespoir en secret. Le monde ignorait tout cela. Alors même que les années 40 s'achevaient et que les années 50 commençaient, les trois Stooges restaient populaires et leurs films continuaient de divertir des millions de personnes. Mais cela n'empêchait pas les fans de poser des questions et d'écrire des milliers de lettres. Quand Curly reviendra-t-il? Pourquoi Curly n'apparaît-il pas dans les nouveaux films? La réponse était déchirante, mais le monde n'apprendrait la vérité que bien plus tard. Le studio avait une image de marque à préserver. Les trois Stooges étaient une véritable machine à rire, une source inépuisable de rire. Leur image ne laissait aucune place à la tragédie. En tant que leader du trio et le plus raisonnable d'entre eux, Moe portait le fardeau de maintenir cette illusion vivante. Il devint le porte-parole officieux et le visage public rassurant les fans. Lorsqu'on l'interrogeait sur Curly, Moe souriait et disait des choses comme « Oh, il se repose, c'est tout » ou « Curly avait besoin d'un peu de repos ». C'était un mensonge, mais un mensonge dit avec amour. Et quand personne ne regardait, Moe pleurait. Je devais sourire devant les caméras et faire comme si de rien n'était, mais je voyais mon frère mourir au ralenti. Moe portait un fardeau énorme. En tant que chef des Stooges, il devait diriger l'équipe, faire avancer les projets et garder les apparences, non seulement pour les fans, mais aussi pour leurs employés. Pendant ce temps, il pleurait une perte dont le monde ignorait tout. Des années plus tard, il admit que la culpabilité d'avoir caché la vérité le hantait. Il avait le sentiment d'avoir failli à sa mission envers Curly, non par indifférence, mais parce qu'il se sentait contraint de choisir entre protéger la dignité de son frère et révéler au monde l'étendue de ses souffrances. Alors, il choisit le silence. Même après la mort de Curly en janvier 1952, Moe garda le silence. Il laissa le monde se souvenir de Curly comme du clown exubérant, drôle et plein d'énergie que tous adoraient. Il n'y eut ni confession publique, ni interview révélant la vérité. Pas encore. Mais avec l'âge, le point de vue de Moe a commencé à évoluer. Au début des années 1970, alors que sa santé déclinait, il s'est ouvert davantage. Il avait vu le monde oublier les souffrances endurées par Curly. Il avait vu des fans rire aux rediffusions, ignorant la souffrance qui se cachait derrière ses gags. Moe finit par comprendre que les gens ne connaissaient pas son frère, ils ne connaissaient que le personnage. Et alors que sa propre fin approchait, il ne voulait pas que l'héritage de Curly se résume à des rires et des explosions nucléaires.
Il voulait que les gens comprennent l'homme derrière le personnage. Cette décision de parler enfin n'était pas motivée par la recherche de publicité, mais par la quête de paix. Moe craignait que Curly ne soit perçu que comme un simple clown, mais Curly était bien plus que cela. C'était un frère, une âme généreuse, et ce que Moe a révélé dans ces derniers jours allait bouleverser tout ce que les fans croyaient savoir. L'aveu le plus troublant de Moe. Durant la dernière semaine de sa vie, Moe Howard a finalement fait tomber le mur qu'il avait érigé pendant des décennies. Il a accordé une dernière interview, et ce qui en est ressorti n'était pas un simple retour sur le passé. C'était brut, douloureux, presque comme une confession. Et pour les fans qui avaient adoré le Curly sauvage et espiègle, les paroles de Moe furent déchirantes. J'aurais dû le dire plus tôt, admit-il. Pendant la majeure partie de sa vie, Moe avait veillé à préserver l'image des Trois Stooges. Il savait que les fans adoraient Curly pour son énergie débordante et son charme innocent. Mais à la fin de sa vie, Moe a dit ce qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Curly n'était pas l'homme que les gens voyaient à l'écran. Cette simple phrase a brisé des décennies d'illusions. Moe a révélé que Curly était tourmenté hors des plateaux. Il était seul, accablé et émotionnellement fragile. Tandis que des millions de personnes riaient de ses pitreries à l'écran, Curly sombrait de plus en plus dans la confusion, la dépression et la maladie. Le public n'en savait rien, et Moe avait contribué à maintenir le silence. À présent, le poids de ce silence était devenu insupportable. Moe révéla que bien avant l'AVC de 1946 qui mit fin à la carrière de Curly, les signes étaient là. Tout a commencé par des hésitations, l'épuisement entre les prises et des crises de larmes à huis clos. Mais ils ont tous continué à tourner. Pourquoi? La réponse de Moe était douloureuse. Le studio a été clair. Soit on était là, soit on était remplacé. Columbia Pictures, le studio des Trois Stooges, exerçait une emprise totale sur le groupe. Aucune tolérance pour le ralentissement du rythme ou les pauses santé n'était tolérée. Les courts-métrages étaient un peu coûteux à produire et extrêmement populaires, si bien que la demande ne faiblissait jamais. Moe racontait que tous trois travaillaient d'arrache-pied, tournant souvent plusieurs courts-métrages par mois, chacun exigeant des cascades physiquement éprouvantes. Curly, bien que visiblement sur le déclin, devait suivre le rythme ou être mis à l'écart. Il faisait des AVC et pourtant, il le laissait encore lancer des tartes et tomber dans les escaliers, dit Moe, la voix brisée. Et le pire, c'est qu'ils avaient plein de blessures et de bleus. Moe s'en voulait aussi. En tant que leader du groupe, il poussait souvent Curly à persévérer, persuadé que c'était le seul moyen de maintenir le spectacle et leur moyen de subsistance. Mais voir son jeune frère dépérir en silence fut une blessure inguérissable. « On faisait rire les gens pendant que mon frère mourait sous mes yeux, » murmura Moe. Ces mots ont été les plus durs. Pendant des années, les fans avaient cru que Curly avait simplement quitté le groupe pour raison de santé et s'était retiré discrètement. Mais les aveux de Moe ont clairement montré que Curly ne s'était pas éteint aussi vite. Il a été exploité au-delà de ses limites. Ignoré lorsqu'il avait le plus besoin d'aide et laissé sans véritable soutien alors que son corps et son esprit s'effondraient. Moe n'a pas cherché d'excuses. Il a dit la vérité et cette vérité était lourde à porter. Ses dernières paroles n'étaient pas seulement un hommage, mais aussi l'aveu de sa peur. Moe craignait que l'on ne se souvienne que du personnage loufoque de Curly à l'écran et non de l'homme qui se cachait derrière. Et pour lui, ce serait la plus grande tragédie qui soit. Cette dernière conversation est pourquoi elle reste si douloureuse. Moe Howard n'oublia jamais la dernière fois qu'il avait vu Curly vivant. À ce moment-là, l'étincelle qui avait jadis fait de son frère l'âme des Trois Stooges s'était complètement éteinte. Le corps de Curly, alité, était maigre et fragile, et son regard était absent. Il ne disait pas grand-chose. D'après Moe, les mots semblaient avoir perdu tout leur sens, mais quelque chose d'autre résonnait plus fort. « Il me serra la main fort », se souvint Moe des années plus tard. Curly ne dit rien, mais on aurait dit qu'il savait que son frère était venu lui dire adieu.
Ce dernier instant hanta Moe jusqu'à la fin de ses jours. Il se souvenait d'être sorti de sa chambre d'hôpital et d'avoir fondu en larmes, accablé par le poids écrasant de la culpabilité et de l'impuissance. Il y avait tant de choses qu'il aurait aimé dire, tant de choses qu'il aurait aimé faire. Curly s'est éteint quelques jours plus tard, le 18 janvier 1952. Il n'avait que 48 ans. Le monde a réagi avec tristesse, mais aussi avec confusion. Beaucoup de fans ignoraient la gravité de la maladie de Curly. Pendant des années, le studio et Moe lui-même avaient entretenu l'illusion que Curly se reposait simplement. L'annonce de sa mort a bouleversé ceux qui se souvenaient encore de ses prestations énergiques et de son rire communicatif. Les lettres ont afflué et les hommages ont été diffusés. Mais derrière le deuil public, Moe était aux prises avec une douleur bien plus profonde et inébranlable. Pourtant, le spectacle devait continuer. Le temps a passé et les Stooges ont poursuivi leur chemin avec Shemp, puis Joe Besser, puis Curly Joe. Moe continuait de se produire, souriant et dirigeant le groupe. Mais en coulisses, le chagrin ne le quittait jamais. Il parlait rarement de Curly en public, sauf dans des interviews soigneusement formulées qui évitaient de révéler toute la vérité. Tout a changé au début des années 1970, lorsque la santé de Moe a commencé à décliner. On lui a diagnostiqué un cancer du poumon et il savait que ses jours étaient comptés. Durant ces derniers mois, il a commencé à parler plus ouvertement, notamment de Curly, non seulement pour raconter des anecdotes, mais aussi pour transmettre un message. Il conseilla aux jeunes acteurs de ne pas commettre la même erreur qu'eux, celle de sacrifier leur santé et leur bien-être pour les rires et les applaudissements. Moe reconnut que la machine hollywoodienne pouvait broyer les gens et les jeter aux oubliettes. Curly était bien plus qu'un simple comédien. C'était un être humain qui avait besoin d'aide et qui ne l'a pas reçu assez tôt. Pour Moe, l'histoire de Curly n'était pas qu'un simple souvenir, mais un avertissement qui l'a marqué jusqu'à la fin. Le 4 mai 1975, Moe Howard s'est éteint à l'âge de 77 ans. Même s'il est décédé entouré de sa famille, Curly restait présent dans ses pensées. Il était heureux d'avoir clairement exprimé, dans ses derniers écrits et interviews, qu'il ne souhaitait pas que le monde ne retienne que les moments de rire. Il voulait que l'on comprenne la souffrance qui se cachait derrière ses blagues. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la vérité qu'il a si longtemps dissimulée a éclaté. Le silence de Moe était né de l'amour, mais ses derniers mots étaient empreints de culpabilité et d'un espoir désespéré que la tragédie de Curly ne se reproduise jamais. Car même dans la mort, Moe ne pouvait se détacher de ce qui s'était passé. Et maintenant, enfin, le monde entier sait pourquoi. Que pensez-vous des aveux de Moe? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.